Salut tout le monde, bienvenue dans Comptoir Web3, l'émission qui décrypte l'actu Web3. Dans cet épisode, vous retrouverez deux interviews de très haute volée avec Artemore, NFT spécialiste chez Sotheby's. La célèbre maison d'enchères organise une vente complètement folle du 17 au 24 mars, il nous explique tout. Et ensuite, vous écouterez Lalamour qui nous parle de JPEG de haute qualité, mais aussi de son projet avec Paris Match et le groupe Lagardère. Avant tout ça, évidemment, vous retrouverez le récap de la semaine qui était très chargé entre les banques qui font banqueroute, le FUD autour des projets PFP, les retours de Farok qui était avec Beeple pour l'événement de la semaine aux US, et Normandie qui vous expliquera comment s'assurer que votre banque tienne la route en leur demandant les JPEG qu'ils ont en custodial. Enfin, raconte-nous, toi, comment ça s'est passé ton week-end? Parce que Charleston, là, ça avait l'air dingue. J'ai vu quelques photos, c'était très cool. Des photos de toi avec Beeple, sur les installations, ça avait l'air dingue. Ouais, en fait, le temps, t'as raison d'ailleurs. C'est un bon moment de parler de Charleston, vu que pendant qu'on attend d'avoir Guillaume là, mais vraiment un super voyage, un petit week-end à Charleston, en Caroline du Sud pour la première fois. Écoute, le studio. Mortel, vraiment la folie. C'était incroyable. C'est immense. C'est très grand. C'est à peu près, c'est gigantesque. C'est-à-dire, attends, je te le fais en mètres là. C'est à peu près, je dirais 55 mètres de long. Et c'est à peu près haut, à peu près 10 mètres de haut. Hein, c'est quand même une usine. Ça fait un peu une usine, quoi. C'est une piscine. C'est une piscine, quoi. Une piscine olympique. C'est très grand. Mais ça, c'est x2. C'est-à-dire que c'est deux chambres. Il y a une porte entre les deux. Et il y a un côté très art traditionnel. On voit de l'art de Beeple quand il était enfant. On voit vraiment de l'art qu'on n'a jamais vu, en fait. C'est la première fois qu'il mettait ça en public. Et ensuite, on avait des grosses peintures des mètres de haut. Mais attends, les peintures faites à la machine. Toi, tu aurais kiffé. En fait, les peintures, elles sont faites par une mechanical paintings. Donc, on voit vraiment, c'est de la peinture sur lui, d'huile et tout. Sur lui, je sais pas comment dire en français. Génial. Mais c'est vraiment, c'est fou, la qualité. Et ensuite, tu arrives dans la deuxième chambre, Nico, et alors là. Tu avais le son, les projections, la guerre, c'est-à-dire l'audiovisuel, l'art des plus grands artistes, avait du Fassbender, du Joshua Davis, vraiment tout le monde en grand, j'en ai jamais vu, 18K, des projections de 18K, hein. Je savais même pas que ça existait. Et puis ensuite, les tables avaient des écrans, les piliers avaient des écrans, il y avait des NFT qui sortaient de l'air. Putain, c'était Beeple au milieu en train de crier pendant 1 heure. C'est vraiment, et la musique à fond, le bar, la bouffe, les gens, c'était magique. Et j'ai envoyé un long message à Beeple après, justement, le lundi matin, le remerciant d'un événement que je ne vais jamais oublier. Et qui a vraiment été un événement très marquant, je pense, dans ma carrière ici en Web3, parce que c'était très spécial et le monde était très beau. Épisode 38, Nico, Guillaume, on est prêts. Je vous passe le micro. Où est-ce qu'on commence? Allez, c'est parti. Écoute, à toi, Guillaume, la revue des marchés. Il y a des choses à dire. La revue des marchés, il s'est pas passé grand-chose, hein, donc franchement, il y a rien à dire. Juste quelques faillites à droite, à gauche. Non, c'est le bordel. Honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je pense que la dernière fois où on a eu des remous comme ça devait être, je pense, le début de la guerre Russie-Ukraine, voire limite la crise du Covid. Honnêtement, en fait, on se demandait depuis un moment ce qui allait casser dans le système financier, et on a la réponse, en fait. Remonter les taux très agressivement pendant un laps de temps très court, ça fait forcément des dommages, et en fait, ces dommages, visiblement, c'est dans le système bancaire. Malgré toute la régulation qu'on a pu mettre autour de ça, c'est en train de péter là dans tous les sens. Donc on a commencé par, on en avait parlé, Silvergate Capital, donc qui était une banque crypto qui a fait faillite. C'était la première. La deuxième, c'est nos amis de la Silicon Valley, donc Silicon Valley Bank, qui est une banque de taille moyenne aux États-Unis. Bon, ça fait quand même plus de 200 milliards de dépôts, qui a aussi fait faillite. Donc c'est un business model qui est peut-être un petit peu différent de la plupart des banques traditionnelles, dans le sens où
La plupart des clients qu'ils avaient, c'était des startups et des fonds de venture capital, donc évidemment de la Silicon Valley. Ils sont très gros dans cette partie de l'écosystème. Et donc, contrairement aux banques classiques où tu as plein de dépôts de clients lambda comme moi et Nico, qui n'ont pas forcément des millions sur le compte en banque, en fait, ils se retrouvaient avec une grosse partie de leurs fonds qui était tout simplement pas insured par le régulateur américain, donc qui garantit les dépôts des banques jusqu'à hauteur de $250,000 par compte. Et comme c'est des entreprises, en fait, 90% des dépôts étaient tout simplement pas assurés par ce genre de choses. Il faut savoir qu'en France et en Europe, je crois que je sais plus si à la limite c'est 100 000 ou ça avait été relevé, mais en fait sur les comptes en banque, quand on a jusqu'à 100 000 sur son compte en banque, en fait c'est garanti par alors je sais plus quelle est l'entité en Europe ou en France qui garantit ça, mais en gros, si jamais la banque à laquelle vous avez vos fonds commence à dérailler et faire n'importe quoi, a priori, vous récupérez votre argent à hauteur de 100 000 euros. Et ben là, c'est pareil, c'était à hauteur de 250 000. Donc, en fait, la plupart des fonds, le reste, n'était pas insured. Et, il s'est passé que ces braves gens de la Silicon Valley Bank, ils ont utilisé l'argent des dépôts pas pour faire des emprunts de manière traditionnelle, ce que font la plupart des banques auprès d'entreprises, de particuliers, etc., puisque leurs clients en fait avaient plein de cash et ils n'avaient pas forcément besoin d'emprunter, à part peut-être pour acheter des villas et des vineyards. Et donc en fait ils avaient un mix d'investissement qui était un petit peu différent que la plupart des banques, et notamment ils avaient parié sur des bons d'État du Trésor américain avec des maturités assez longues. Et en fait quand ils ont fait ça pendant la crise, pas pendant la crise, pardon, pendant les années où la tech était en train de boomer, le prix de ces securities, en fait, s'est cassé la gueule entre ce moment-là et maintenant. Du coup, ils étaient à perte sur cette partie-là. Et le moment où ils ont commencé à perdre une partie de leur dépôt, en fait, au fur et à mesure que leur dépôt fondait, parce que les boîtes de la tech fonctionnaient un petit peu moins, donc ils avaient besoin de leur cash, ils volaient du cash. Moins de clients, moins de croissance, etc. Du coup, ils avaient besoin de rendre cet argent, et au bout d'un moment, ils ont été obligés de vendre une partie de ces bons d'État qu'ils avaient achetés avec des gros discounts, donc avec des pertes. Et en fait, ils avaient besoin de recapitaliser la banque. Et ils ont mal ficelé en fait leur communication autour de ça. Ils n'avaient pas prévu les gens pour backer derrière, et en fait, tout d'un coup, tout le monde s'est un petit peu affolé en se disant c'est quoi ce délire? En fait, ils sont out of the money, il n'y a pas assez d'argent dans la banque si jamais ils vendent tout ça pour rendre tous les dépôts. Du coup, il y a un trou. Moi, j'ai pas envie d'être le dernier pigeon qui qui a son argent dans la banque et qui retrouve pas ses billes, parce qu'on n'est pas assuré à plus de 250 000 $ par compte. Donc, tous les fonds de venture capital qui sont comme les gens dans la crypto, ils sont très market savvy et très volatiles, on va dire. Ils sont moins peut-être un peu moins comment dire mince, quel est le mot, complaisant, et du coup tout d'un coup tout le monde s'est mis à retirer son argent. Il y a eu ce qu'on appelle un bank run, et la banque s'est retrouvée en difficulté et pouvait pas en fait rendre les dépôts sans prendre des pertes colossales. Donc ils sont partis en faillite. Ils ont été mis sous le giron on appelle ça le FDIC, qui est en gros l'entité américaine qui s'occupe de gérer les banques en faillite. Vendredi dernier, et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque à partir du moment où ils passent sous cette entité, donc le FDIC, en fait, ils essaient de retrouver un repreneur, voilà, de gérer un peu la crise. Ils ont fini d'ailleurs par on verra plus tard par backer en fait les fonds complètement, donc à dire voilà, tous les dépôts en fait dans la banque sont garantis à 100%, donc tout va bien. Mais entre temps, on a appris que Circle, donc qui est l'émetteur donc du stablecoin USDC, donc qui est un des plus gros stablecoins utilisés, en fait, avait de l'argent bloqué chez déjà je crois un petit peu chez Silvergate, mais surtout une bonne partie à hauteur de 8% chez Silicon Valley Bank. Et du coup, tout le monde s'est affolé parce qu'on savait pas à ce moment-là en fait si effectivement ces fonds allaient être garantis. Il n'y avait pas encore de certitude là-dessus. On savait juste que la banque en gros était fermée, on pouvait plus retirer ses fonds et a priori était en faillite. Et donc l'USDC a commencé en fait à dépéguer par rapport au dollar. Donc on rappelle le stablecoin, donc notamment l'USDC. L'idée c'est d'avoir en fait un pour un de liquidité. Donc
plusieurs instruments, mais money Bien sûr. market, cash, On est etc. descendu à Donc 0,88, 0,85. et effectivement, donc en fait, il y a eu un mouvement très excessif parce que si on fait le calcul sur les fonds, même s'ils avaient été perdus, normalement ça devait pas descendre jusqu'à 0,88, mais il y a eu un mouvement de panique où les gens se sont dit merde, là en fait j'ai toutes mes stable coins qui sont pas si stables que ça du coup en USDC, qu'est-ce que je fais? Et donc il y a eu un rush où tout le monde s'est mis à swapper son USDC mais avec du discount en fait pour effectivement de l'Ethereum, du Bitcoin à droite à gauche, et il y avait des arbitrages à des moments où tu avais des endroits sur certaines plateformes où ça garantissait encore, donc il y a des traders qui sont engouffrés dans la brèche, qui ont fait d'ailleurs beaucoup d'argent. Enfin bref, c'était le chaos. Plus personne savait vraiment où aller. Ouais. Donc il y a eu tout ce bordel. Au final, donc ils ont dit qu'ils garantissaient les dépôts, donc ça s'est calmé. Le prix est revenu proche des $1 avant l'ouverture lundi. Entre-temps aussi, on a appris que Signature Bank, qui était la deuxième banque crypto après Silvergate Capital, était aussi shut down, placé en faillite, donc sous le giron de la FDIC. Donc après là, il y a une polémique qui est sortie, puisque il y a certains membres du management de Signature Bank qui disent que finalement la banque pouvait tenir, mais que comme c'est crypto, etc., ils auraient été forcés de passer sous le giron du FDIC. Donc ça, c'est encore une autre histoire, mais bref, la deuxième banque crypto, boom, out. Et puis derrière, ça s'est affolé sur toutes les banques en fait, les banques de moyenne taille en fait aux États-Unis. Donc de manière générale, ils ont dû en fait backer tous les fonds de tout le monde en fait, en disant que de toute façon toutes ces banques pourraient obtenir la liquidité nécessaire si elles faisaient la demande. Mais il y a effectivement First Republic Bank, qui est une banque basée à San Francisco, qui est partie complètement dans le décor aussi en parallèle. Il y a eu tout un tas de discussions autour de comment rétablir la liquidité aussi à ce niveau-là. Il y a des discussions là visiblement avec JP Morgan, je crois, et Morgan Stanley pour trouver une solution là sur First Republic Bank. J'ai pas lu les news en détail, mais il y a des choses qui sont sorties aujourd'hui. Mais bref, il y a eu des gros swings dans tous les sens sur les actions de ces banques américaines. Une crise bancaire tout simplement sur les banques de taille moyenne aux États-Unis. On s'arrêtait pas là. Alors ça d'ailleurs, c'était plutôt pas mal finalement pour le Bitcoin et Ethereum, puisque tout le monde a transféré ses stablecoins en visiblement s'est dit je suis plus safe à être en Ether ou en Bitcoin. Donc il y a eu un énorme pump de ces cryptos là, moins quand même sur le reste, hein. Donc c'était vraiment Bitcoin et Ethereum vu comme un peu des valeurs refuges entre guillemets. Et puis derrière, on a commencé à avoir des problèmes arriver en Europe en fait dès hier. Vous m'entendez parce que je fais un petit peu un discours fleuve, mais non, on t'entend parfait. Et d'ailleurs, non seulement Okay. on t'entend, mais on kiffe parce qu'on t'entend encore mieux que d'habitude. Donc, d'accord. Ouais. Vous m'écoutez religieusement. Alors, exactement. On kiffe de fou là. On raconte la fin du monde. Si on comprend rien aussi, n'hésitez pas à m'interrompre. Et bref, donc la crise bancaire d'abord côté États-Unis, et ça a pas manqué nous a contaminé en Europe. En commençant par, il y a eu beaucoup de volatilité lundi sur les actions donc de Crédit Suisse, qui est une banque qui avait déjà beaucoup de soucis ces dernières années, qui s'était un petit peu effritée, mais qui est quand même une banque énorme et du coup ce qu'on appelle systémique. Hein, donc c'est-à-dire que si Crédit Suisse tombe, a priori une grosse partie du système bancaire européen tombe, et pas que. C'est le genre c'est ce qu'on appelle too big to fail. En gros, on peut pas laisser partir une banque comme ça. Donc Crédit Suisse a commencé à vaciller. Il y a eu aussi beaucoup de volatilité sur Unicredit, qui est une banque italienne et allemande aussi maintenant. Enfin, c'est la réunion de deux banques, mais bref, un géant européen. Ça s'est calmé de ce côté-là. Et puis le mardi, en fait, il y a eu une déclaration du premier actionnaire de Crédit Suisse, qui est la Saudi National Bank, donc les Saoudiens. Donc je sais plus si c'est le CEO ou bref, en tout cas c'est un mec important à la tête de cette entité, qui a dit je remettrai pas un centime de plus dans Crédit Suisse, ils ont besoin de cash. Clairement, c'était pas le truc qu'il fallait dire. Et bref, quand t'as le plus gros actionnaire qui dit ça, ça laisse sous-entendre que déjà ils ont besoin de cash, ce qui n'était pas forcément prévu ou connu
du marché. En même temps, on a une crise bancaire sur les mid-size banks aux États-Unis, donc c'est pas vraiment le moment pour faire ça. Et donc Crédit Suisse est parti dans le décor, en sachant que Crédit Suisse est justement cette banque systémique. Mais en plus, le problématique, c'est que c'est une banque pan-européenne, enfin même mondiale. Mais donc il y a à peu près, je crois, 15% de son business en Suisse, même si c'est une banque suisse, mais que 15%. Donc au début, le régulateur, la SNB, donc le régulateur suisse, a commencé par dire mais non, mais nous on va pas leur filer du cash parce qu'ils se démerdent. Bon, ils ont quand même fini par rétro-pédaler à la fin de la journée en leur laissant accès à 50 milliards de francs suisses, donc pour essayer de stabiliser les choses. Donc ça a un petit peu calmé les marchés. Mais clairement, voilà, Mais en fait, c'est ça, énorme. ça reste très précaire, quoi. Si je peux t'interrompre, en Ouais. gros, depuis Lehman Brothers, qu'une banque de cette envergure se fasse bail-out par un gouvernement, c'était pas arrivé depuis 2008-2009. Ça Exactement. montre qu'on est bien dans la merde. Bah, ça montre en tout cas qu'il y a des faiblesses et que ces faiblesses sont en train de se concrétiser et matérialiser. Et il y a effectivement un narratif qui est en train de changer sur l'industrie bancaire et tout le monde va regarder à la loupe toutes les balance sheets des banques. On va forcément trouver des cadavres. Crédit Suisse, il y en avait déjà qui étaient très visibles. C'était déjà très très compliqué comme histoire. Il faut savoir que l'action s'était déjà fait torpiller là sur les dernières années. Hein. Ils avaient eu plein de scandales. Ils avaient eu Archegos Capital qui était un hedge fund qui avait pris des positions leveragées dans lesquelles ils avaient perdu quelques milliards parce que le truc avait explosé. Il y avait eu, bref, ils avaient eu plein de déconvenus, des amendes à droite à gauche, ce qui est pas forcément un truc neuf pour les banques, mais eux, ils empilaient un petit peu les déboires et puis ils trouvaient plus leur business model. Et là, ça a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres et perte de confiance du marché, cataclysme. Et ça s'arrête pas à Crédit Suisse, hein, c'est-à-dire que dans la foulée, toutes les banques européennes vous avez probablement vu, mais pour ceux qui regardent les marchés d'actions, BNP a perdu plus de 10%, SOG pareil. Les actions ont même dû être stoppées dans la journée parce que les pertes étaient trop importantes. Donc t'as un espèce d'effet cascade parce que c'est une banque qui est tellement grosse. En fait, il y a des expositions un petit peu à toutes les banques qui sont liées à s'il y a une faillite demain de Crédit Suisse, il n'y a pas que Crédit Suisse qui est impacté, c'est tout le système bancaire qui est impacté derrière. Et tout le monde essaie de retrouver ses billes. Donc bref, c'est le bordel. bordel. Si je peux te couper, parce que tu fais que parler, donc je voulais te faire permettre de prendre une petite gorgée d'eau. Mais non, en fait, t'as raison. Au début, en fait, on a fermé les yeux pendant un an à une augmentation des taux d'une vitesse qui est du jamais vu. On est passé de 0,5% de interest rate à dans certains pays quasiment 3,5, 4 dans les pays développés. Dans un temps record, ça a créé des duration mismatch dans toutes les banques, sauf qu'on a fermé un peu les yeux pour les laisser un peu gérer et qu'en fait, toutes les agences de notation type Moody's, S&P's, au bout d'un moment, elles peuvent pas non plus trop fermer les yeux trop longtemps et SVB, c'est ce qui s'est passé. Ça a commencé, je crois, avec la dégradation. Ouais. C'est Moody's, ouais. C'est Moody's qui avait prévu effectivement qui les avait prévenus, qui leur a dit on va ajuster votre note et il risquait de passer en fait en ce qu'on appelle junk, qui est clairement pas ce que tu veux être. Et en fait, du coup, ils sont allés chercher Goldman Sachs pour les aider justement à lever du capital frais pour gérer ce problème-là renflouer et puis éviter le downgrade. Et en fait, je sais pas s'ils ont été pris par le temps ou Goldman Sachs s'est un peu planté et ils ont tenté de faire la levée de capital sans avoir loqué complètement tout le round. Et en général, normalement, ce que tu dois faire, c'est que tu dois dire, on a déjà ce niveau de capital qui est loqué à ce prix-là, et tu vas proposer aux gens de participer aussi. Et en fait, là, ils avaient juste une toute petite partie qui était backée. Et en fait, au lieu de susciter de l'intérêt, il y a tous les venture capitalistes qui sont pas des enfants de cœur qui se sont dit mais c'est quoi ce bordel, putain, il y a un trou, clairement ça va pas. Ok, ils ont appelé toute leur portfolio compagnie, on retire le bazar quoi. Et effectivement, c'est là où ça a précipité le truc. On en parlait avec Farok, les seules banques qui vont survivre, c'est les banques qui ont des digbats en fait.
Absolument. En fait, moi, je juge je juge les banques à laquelle je mets mon argent maintenant en fonction de combien de Digbot ils ont dans leur réserve. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un Digbot, je suis pas trop chaud. Et après, en plus, s'il n'y a pas un Digbot OG, là, vraiment, je commence à avoir un tout petit peu peur. Alors, moi, je suis pas complètement d'accord parce que j'ai appelé du coup la caisse d'épargne, moi, de mon côté, puisque je suis chez eux, et ils m'ont dit qu'ils avaient des reg guys. Et pour moi, les reg guys, ça passe. Hein. Donc, je sais que vous êtes plutôt Digbot, mais voilà, ils m'ont dit qu'ils avaient des JPEG en collatéral. Du coup, je suis assez safe de laisser mes fonds là-bas. Donc, mais effectivement, appelez vos banques, demandez-leur s'ils ont des JPEG, et idéalement, ces JPEG qui soient sur des ledgers et pas sur des custodial wallets. JPEG friendly, pour ceux qui connaissent Revolut, ou c'est quoi en France le truc? C'est Venmo. Je connais pas. C'est Venmo aux US, et en France c'est quoi? Lydia. Ah, Lydia, ouais. Ouais, alors Lydia, ouais. Alors d'ailleurs, je sais pas si Lydia, ils ont une licence bancaire maintenant, c'est garanti. Ben moi, je vais plus en France depuis longtemps, mais je crois qu'ils ont une licence rect. Hein. Ok. Ouais, parce que sinon, c'est le genre de choses où laissez pas trop d'argent là, quoi. Mais moi, j'ai toute ma fortune sur Lydia. Voilà. Je sais qu'à l'époque, je pense que ça a changé maintenant, mais je sais qu'à l'époque, par exemple, Revolut, il n'y avait pas encore de licence bancaire. T'es un peu, maintenant c'est le cas, mais en fait, c'est pays par pays, et c'est super dur d'avoir. En Angleterre, ils ont mis depuis 2015 ils ont mis 6 ans avant de l'avoir, pour te dire. Ils y sont arrivés, mais tant que t'as pas cette licence bancaire, en fait, t'as pas les garanties que tu peux avoir dans les autres institutions. Donc, il faut faire attention. Mais maintenant, voilà, ça a été bordé. Donc, bref, j'ai fait un monologue de 20 minutes sur les marchés. Tout ça pour dire que c'est le bordel. Personne ne sait, d'ailleurs, ce qui va se passer. Donc, si vous ne savez pas non plus, essayez pas de sentir le sens du vent, parce que, à moins que vous soyez vraiment plus malin que tout le monde, ça va se retourner contre vous. Voilà, la volatilité va rester extrême, de toute façon, dans les jours, les semaines, probablement les mois à venir. On espère juste que ça va être contenu sur ces banques-là, qu'il va pas y en avoir plus dans le système bancaire de manière générale, et surtout qu'il va pas y en avoir dans d'autres secteurs, par exemple, je sais pas, l'immobilier. Donc voilà, soyons attentifs. En attendant, la crypto réussit plutôt bien pour l'instant. Par contre, c'est pas bon pour nos NFT, la volatilité. Donc, je pense que ça a échappé la personne. Et c'est peut-être la transition facile, mais il y a beaucoup de NFT qui sont fait tarter. Notamment les Moonbirds, les Clonix, les Doodle. On parle de moins 30% quand même sur ces collections. Donc, pour le coup, ils ont pris un coup dur. Il fallait pas avoir toute sa fortune sur ces collections-là. Il y a eu quand même plusieurs mauvaises nouvelles donc elles ont pas le vent en poupe. Non, mais je pense que déjà, alors Moonbird, en plus, ils ont pas eu de bol. Déjà, c'était compliqué, il y avait beaucoup de FUD, mais ils avaient une partie de leur fonds qui était chez Silicon Valley Bank. Bah oui. Donc, Kevin Rose a dû tweeter là-dessus. Bon, ça a été plus ou moins bien reçu. Derrière, le business model des Moonbird, c'est en train de pivoter sur mais par contre, PFP, mais c'est 660 effectivement. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Je pense que Clonix et Doodle, c'est un peu les mêmes business models, où t'as eu beaucoup de raise en termes de venture capital, c'est très bien. On sait pas trop à quel enfin voilà, il y a encore beaucoup de débats sur à quelle vitesse ils déploient les fonds, à quelle vitesse ils shippent des produits. Est-ce que ces produits sont vraiment beneficial pour les NFT holders? Et bon, la réponse cette semaine, c'est que visiblement pas. Doodle, il y a l'histoire des Golden Sox qui a l'air d'emballer personne. Enfin, je sais pas. Farok, t'as dû suivre mieux que nous, parce que moi, j'étais dans la folie des marchés, et puis j'ai eu du mal à suivre tout ça, mais effectivement, il y a beaucoup de FUD. Et je crois d'ailleurs sur Artefact, il y a eu aussi des gens qui étaient pas contents sur le forging, c'est ça? En fait, c'est pas sur le forging. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé sur le côté Artefact, on n'a pas eu le temps d'en parler ce matin. Il y avait tellement de choses à cover. On va en parler demain matin, mais en fait, il y a des gens qui ont vu le catalogue, ils ont vu la chaussure, et en fait, sur le catalogue, elle avait pas l'air aussi belle qu'en vrai. Et ensuite, les gens pensaient que sur le catalogue, c'était celle-là qu'ils allaient livrer en physique. Après, Zapsio, en fait, il a dû faire une vidéo Insta pour montrer les chaussures. Moi, personnellement, j'ai reçu les Space Drip Corey Van Loo de Artefact dans le temps. C'était la première chaussure Nike qu'ils ont fait. C'est de loin la meilleure paire de Nike que j'ai. C'est-à-dire, niveau qualité, en fait, ils utilisent le cuir Vlone, qui est le cuir supérieur. En tout cas, bon, ça, c'est du sneakerhead talk, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, un peu le faute d'avant, en fait, il était normal. C'était niveau communication, un problème qu'on a vu du côté Doodle et tout.
Mais le dernier FOD d'hier, j'ai trouvé ça très stupide personnellement. J'en ai parlé, je vais en parler demain matin parce que vraiment les chaussures elles sont super et il y en a des gens qui réalisent pas qu'en fait, par exemple la chaussure Alien, il y en a que 400. Dans le monde des chaussures là, un run à 10 000, c'est considéré extrêmement rare. C'est considéré rare. Et à 400, donc moi, je pense que je vais profiter du FOD, peut-être m'aller chercher 1 ou 2 paires de pompes, comme ça dans les conférences, j'ai des pompes artefacts. Et ensuite, moi j'adore, je les porte. Et ensuite, bon, niveau doodle, le FOD était du côté de la réponse de Poupée dans le Discord qui a proposé à quelqu'un d'aller se faire foutre et de mettre son NFT au floor. C'est pas très Web3 Spirit et ni Spirit tout court. Et ensuite, quand il a écrit justement le Space, que nous sommes plus une compagnie NFT après, bon, ça, je trouvais ça un peu abusé, pas du côté Poupée, mais du côté de la réception, parce que nous non plus, on n'est pas juste une compagnie NFT. On espère de grandir à l'extérieur de l'espace, mais par contre, je pense que c'est la manière dans laquelle ça a été écrit. Et ce que j'ai écrit justement tout à l'heure, c'est qu'il faut comprendre toutes ces compagnies qui disent qu'on n'est pas une compagnie NFT et qui veulent grandir. Je pense qu'on peut pas grandir à la dépense de nos holders. C'est-à-dire que si vous êtes holder de Rugredo depuis le premier jour, il faut trouver un moyen de grandir la compagnie à l'extérieur, tout en prenant en compte la compagnie qu'on a bâtie à l'intérieur, et d'ailleurs la communauté qui nous a bâti. C'est-à-dire que les minters de Doodle, ceux qui l'ont échangé, les traders, les long-term holders, les quotas, ils sont tout aussi importants que les fondateurs. Et dès qu'on commence à s'y perdre, c'est pour ça qu'Artefact a du FOD, c'est pour ça que les Moonbirds, c'est commun à travers les blue chip, les turquoise chip, par rapport à ça, je pense. Mais Nico, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que la communauté fait partie, les traders font partie, il y a tout un écosystème. Et après, les attentes aussi, elles sont très élevées, très très élevées. Et je pense qu'il faut voir il faut se mettre un petit peu plus dans le temps. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit aussi sur les sneakers. Les sneakers, c'est quand même un très très gros marché. Et là-dessus, ce que sort Artefact, ces éditions rares avec Nike, ça a une vraie valeur. Et ça, faut pas l'oublier. Après, je pense qu'il y a aussi une partie de la baisse qui est quand même due aussi, faut le dire, au fait que le marché est dégueulasse avec ce qui se passe et que du coup le blur farming qui supportait énormément les prix a complètement disparu parce que les mecs sont pris, pas disparu, mais a été vachement réduit parce que les mecs sont pris des énormes tartes et ont perdu des milliers d'Ethers mais non sur le seulement farming. Non seulement t'as une baisse, mais en vrai t'as un stress sur le marché qui vient de la crypto et qui vient de la Silicon Valley Bank et de tous ces phénomènes. Mais je pense que tout ça va se tasser un petit peu. Ouais, je pense que ça va aussi permettre de mettre la lumière sur les projets, les fondateurs qui sont vraiment là et qui ont vraiment des bonnes intentions. Moi, j'en rencontre beaucoup quand je vais déjà, je travaille avec Mando ESF et même nous-mêmes et tout, quand on compare ça par rapport à ce qui se passe, je rigole un peu, c'est marrant, mais par contre, je rencontre beaucoup de projets qui viennent me voir justement aux événements et tout, et qui me parlent, Farok, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce tu peux montrer notre projet et tout? Et je vois les projets qu'ils ont. Je parle même à NFT Paris, les gens venaient me voir, me montrer un peu ce qu'ils faisaient. Il y a plein de projets et des fondateurs extrêmement intéressants. C'est juste que le marché a décidé de mettre la lumière sur certains projets qui n'ont pas réussi à travers le bear market, livrer la marchandise, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est bien. Écoute, il y a cette exigence. Après, on a eu d'autres nouvelles aussi sur Yuga. Yuga encore sur 12 Fold. On a eu des résultats un petit peu mitigés quand même. Ça s'était bien vendu, mais au final, sur la qualité de l'expérience, on n'est pas complètement convaincu. Il y avait donc on disait du polarizing art qui a été révélé. Donc sur Yuga, sur le 12 Fold, là, c'était un petit peu limite. Mais je pense qu'il y avait pas mal de gens, alors je sais pas s'ils n'avaient pas bien lu les détails, mais qui n'avaient pas anticipé qu'il y avait, si j'ai bien compris, c'est des éditions en fait de 12, hein, c'est ça? C'est ça, 25 c'est donc ils sont identiques. Ouais. Donc il y en avait qui pensaient avoir des one-on-one, donc déjà ça c'était le premier point. Et puis après, deuxièmement, bon, je crois que la delivery était pas ouf, mais bon, c'est sur Bitcoin, hein. Donc, oui, mais sur Bitcoin, il faut savoir. Sur Bitcoin, il faut savoir. Il faut être patient et il faut aimer les trucs où il y a pas d'UX vraiment dédié. Et ils ont foiré, je crois. Ils ont fait 2 fois le même sur. 2 fois la même inscription, donc ils en ont foiré un. Bon, ça arrive, c'est pas top. Je sais pas si, d'ailleurs, on sait, Farok, il y a déjà un marché secondaire là-dessus ou pas?
Oui, il y a un marché secondaire et d'ailleurs, je pense qu'on est en dessous du prix des mints en ce moment. Et ça a traité ou pas? Non, je pense pas que c'est encore traité, mais ce qui s'est passé, c'est que je pense que le floor était à 1,96 Bitcoin en ce moment, donc c'était à peu près une vingtaine de hits. Mais je ne pense pas qu'on a eu une vente encore. Et le floor, il est plus bas du coup. Oui, il que a un là tout. où ça avait En fait, minté, la c'est ça dernière vente était à 2. Le Ah floor, oui, c'était 2,25. 2,25 Bitcoin. Mais bon, après, en dollars, je sais pas si on est en dessous ou au-dessus. Il faudrait que je vois parce qu'après Ouais, aussi. et puis entre-temps, il y a eu quelques faillites de banque. Ouais, c'est ça. Un des plus gros stablecoins qui a dépayé. Bien sûr. Après, le truc, c'est qu'à 2,25 aussi, c'est difficile d'aller plus haut, hein, parce que 2,25, c'est $50,000 le mint, donc c'est difficile d'aller plus haut. Après, ça veut pas dire que d'ici, parce que ça, je pense pas qu'on, c'était pas un short term move. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'en fait, depuis le début, ils avaient dit aux gens, c'est 25 séries de 12. Après, les gens étaient surpris qu'il y avait des mêmes. Après, je comprends qu'il y a certaines personnes qui aiment pas trop l'art et tout, mais ce que je disais le matin, c'est que il n'y a pas une personne qui a acheté ça pour l'art. Et là, je veux pas le croire. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce qu'ils avaient montré juste une œuvre, une pièce avant de la vendre. C'est que Tropo, il a dit en fait, et il a raison. Et c'est qu'ils en ont montré juste une et les gens ont quand même accepté de l'acheter. Les gens, ils ont acheté ça pourquoi? Parce que les gens ont parié soit sur Yuga, soit sur l'Ordinals, soit sur Yuga, justement, premier Ordinals, ou ils ont parié sur un aspect. Ils ont vraiment fait ça pour le gamble, où il y a des gens qui vraiment voulaient parier sur l'art et qui sont plus long terme. Donc ça, j'ai trouvé ça marrant. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je m'en fous. J'ai vu Figgy justement chez Beeple, le fondateur de Tank ETF et qui était l'artiste derrière ça. C'est un super type. Je l'adore. C'est un très bon pote et voilà quoi. Ouais, trop bien. Donc on n'est pas tous là pour l'art, hein. C'est ça. Non. Mais les gens qui ont acheté, moi, à mon avis, les gens qui ont acheté toi Four, ils n'ont pas acheté ça pour l'art. On est là aussi pour le jeu. Donc il y a eu le summoning des surpasses. Donc l'invocation, donc tout ça fonctionne quand même pas mal. Et on attend toujours le Other Side, le second trip là, le 25 mars. Donc ça veut dire dans 9 jours. Et ça va être quand même un très très gros event. On en parlait la semaine dernière, donc il y aura la possibilité d'avoir un +1, quelqu'un pour venir avec nous. On va être quand même dans plein de pays, donc ça va être une expérience de malade. Et attends, pour ceux qui ont pas la tête dans Yuga Labs là tout le temps, parce qu'ils ont pas de Bored Ape, le summoning, c'était quoi? C'est qu'en fait, tu avais ton Sewer Pass avec lequel tu avais joué, avec lequel tu avais un score, et derrière, tu as quoi en fait? Tu reçois une boîte qui s'appelle Heavy Metal pour le moment. Et par contre, moi, j'ai trop le seum parce que j'en ai pas eu le temps de parler ce matin, on va parler demain. Il me semble que mon tier 4, maintenant, en fait, ça vaut la même chose qu'un tier 1, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, alors, apparemment, c'est que le top, en fait, qui prend en valeur. Et en fait, tout le reste est stacké autour du fort. Mais c'était un peu prévu, ça, non? Oh, le sub! Mais moi, je m'en fous, hein. Mais c'est comme dans les collections, quand tu achètes des mid-tiers, tu te fais toujours avoir. Parce que, en fait, soit tu as les Grail et les super rares, parce qu'il y a un marché de whale qui se fait sur cette truc-là. Ça, c'est vrai. Soit t'es une between et puis tu as l'impression d'avoir un truc un peu rare parce que tu le trouves bien et je sais pas quoi. Mais en fait, la réalité, c'est que le jour où tu dois le traiter, tu dois le vendre sur un with-bid et en général, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment bidés au-dessus de ces trucs-là, quoi. Donc, c'est vrai qu'être au milieu, c'est jamais évident. Ça me rappelle les des cool 4 TV. Mais ouais. Mais bon, écoute, en tout cas, Yuga, il se passe quand même des choses sympas. Et après, on a eu aussi un très beau drop. Ça a été celui de nos amis d'Obvious avec l'Opéra de Paris. Là, ça, c'est superbe, ça. Franchement, très belle opération, très beau visuel, très belle musique. Et derrière, plein de droits attachés avec le NFT. On va les recevoir la semaine prochaine pour en parler avec eux. On les avait déjà reçus. Et franchement, bravo, félicitations à Obvious. En plus, ils sont tous les trois trop cool. Et c'est excellent ce qu'ils ont fait avec l'Opéra. Ouais, en plus, ils font partie de nos stars de l'IA, enfin de l'art AI, qui a clairement le vent en poupe. En ce moment, on va dire qu'on est dans un espèce de bear market pour tout ce qui est art génératif. Quoique, il y a William Mapan, qui est d'ailleurs, je crois qu'il est français, hein, ou en tout cas, il est basé à Paris, qui a fait un drop sur une plateforme qui s'appelle Tonic XYZ, qui fait aussi des physical, et qui a juste cartonné avec je crois, alors je sais plus où était le prix limite, mais je crois que c'était autour de 2 Ethers. Enfin, ça dépendait peut-être un peu des œuvres, et avec des prints qui étaient, je crois, proches des 10 Ethers. Donc
Donc gros succès là-dessus. On a pas mal de gens qui en ont acheté. Je sais pas si Clan est un expert de ces choses-là. Je sais pas s'il a suivi, mais clairement c'est bien de voir qu'il y a toujours de la lumière, en tout cas sur les beaux projets et sur des artistes qui sont intéressants, même dans des semaines où ça reste compliqué à côté. Bah d'ailleurs, il y a Feoshus là qui a sorti son trailer là sur c'est Humanoids, non, sur son projet. Ouais. Les Humanoids qui c'est par rapport à Fewer World qui arrive justement là, on est presque à 1 an de la. Et c'est quoi? Et il faut avoir ses gouttes, c'est ça? Il n'y a pas encore les détails. Il y a pas encore les détails sur le mint et malheureusement je peux pas trop en parler, mais. Ouais, mais le NDA, il était pas rédigé en français. J'adore. Il y a beaucoup de choses que je me permets de dire en français. Je me lâche un peu plus, mais par rapport aux choses comme ça, non, je peux pas. Bon, en tout cas, faut que je fasse ma drop là, ma pain drop. Mais ce que j'aime avec Fuo, c'est ça, une conversation parce que tu peux y penser. J'ai beaucoup d'amis qui me posent la question vraiment en privé et tout. Ce que je dis la même chose à tout le monde. Attends, je t'envoie WhatsApp. Ce que je dis à tout le monde, ce que je dis à tout le monde, la même chose, c'est, je dis, Fuo, pour moi, c'est quelqu'un à qui je collectionne ce que je collectionne et je regarde pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme mon bag Yuga maintenant. C'est comme pour moi, c'est mes rock radio, même si je suis fondateur, j'en ai quand même beaucoup moi-même. C'est le truc que les gens, ils me disent même, c'est un truc que je regarderai dans 2-3 ans. Et même Fuo, c'est des trucs, et on voit ce qui se passe maintenant avec tous les projets short term, mid term, ils sont en train d'imploser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien pour le long terme. Donc, pour moi, c'est ça, Fuo. C'est très, c'est cool. Ouais, non, c'est très, très cool. Non, mais ça, c'est quand même une super nouvelle. Dans les bonnes nouvelles aussi, on a la Sotheby's, mais ça, on va en parler avec Artemore, avec les Natively Digital. Yes. Ça, c'est quand même nice. Dans la série, on a Blur qui doit sortir une application mobile. Donc, écoute, on attend ça. C'est déjà quelqu'un a réussi à faire marcher ce putain de Blur sur mobile ou pas? Parce que ça commence à m'énerver. Non, mais toi, t'es sur Android, Guillaume. Non, mais attends, non, mais sérieux, mais ça marche pour quelqu'un parce qu'ils ont dit que. On est d'accord. Et ils ont bien publié que c'était sur mobile maintenant. Ouais. Donc ils se foutent de la gueule du monde, on est d'accord. Écoute, on va voir ce qu'ils font d'ici. Farouk qui veut pas répondre. D'ici le prochain. Moi, ça m'a jamais marché, moi, sur mobile, Blur. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, il y a toujours pas d'IRC 1155, si jamais. Voilà. Bon, bah, au moins, ça c'est. Et sinon, c'est génial. C'est génial. Ça, au moins, ça, c'est dit. Dans les news. Moi, j'ai vu un truc. Je tiens à dire, pardon, Nico, que j'utilise quand même Blur, mais juste pour remettre les choses en place, quoi. Ah bah toi comme ça c'est pour l'airdrop. Mais écoute, Uncyber qui a annoncé aussi que tu pouvais créer des mondes Uncyber avec ChatGPT. Donc ça c'est quand même très fort. Et Uncyber, franchement, je trouve que c'est quand même une super solution. Je suis très admiratif de leur travail. Donc ça c'est cool pour l'écosystème. C'est génial. Il y avait Kibarat qui était sur le GM Show là d'ailleurs aujourd'hui, je crois, non? Il y avait justement, ce qui est cool, c'est que hier soir, j'ai tagué, parce qu'en fait, j'ai mis ça sur les titres, je les ai tagués. Du coup, j'ai demandé à Ryan et Krabarat s'ils étaient chauds de venir sur le show. Du coup, ils sont venus ce matin. Ils ont parlé vite fait. Ah, trop bien. Ouais, attends, il parle français en plus, non? Mais oui, c'est vrai ça. Mais bien sûr. Il faut qu'on le fait venir là. Et il faut qu'on ait Ryan sur le show. Ryan, il habite justement, il habite au Maroc. Et il parle parfaitement français et on doit l'avoir sur le show. Il a dit dans quelques jours ça va sortir. Du coup, c'est ça le alpha que j'ai réussi à sortir. Je lui ai demandé combien de temps à peu près. Il m'a dit ça passe dans quelques jours. Normalement on tweet pas avant de sortir, mais c'est juste pour la liste et tout, je pense, pour l'essayer. Voilà. Mais c'est cool en fait. J'ai trop hâte. Moi, c'est vraiment une équipe pour laquelle j'ai énormément de respect. Je les adore. Ryan, pour moi, c'est un fondateur. Like I look up to him, you know. Et j'apprends beaucoup. Et Barat, c'est bon pour Barat qui m'aide un peu aussi d'ici et là quand j'ai besoin d'aide. Je l'appelle par rapport à Rock Radio et tout. Et c'est une personne extrêmement intelligente et vraiment vraiment cool. Ils sont très très forts. On adore leur travail. Franchement, ça serait trop cool de les recevoir ici en français. Après, il y a Starbucks qui a sorti aussi son NFT. Je sais pas si tu as pu tester, Farouk, ça. C'était sur Nifty Gateway, hein, c'est ça? Starbucks qui ont fait le Starbucks Odyssey sur Nifty Gateway. Mais par contre, le site, il avait
tout s'est cassé, je pense. Et il y a quelques personnes qui ont réussi à minter. Moi, j'ai pas réussi. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de regarder après ça. Ouais, non, c'est la folie là. T'as minté tes Starbucks, Nico? Écoute, pas encore, mais. Pourtant, c'est un peu toi le spécialiste parce que tu vois Starbucks, Trump, tout ça là, t'es toujours un peu sur l'inside track là. Écoute, et après non, mais je pense que c'est du polygone mais on va voir. Non, mais franchement, je suis assez curieux et je vais y m'y intéresser. Ça c'est sûr. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On avait encore une news. Non, mais il y a deux petites nouvelles qui sont un peu mauvaises entre guillemets. Il y avait malheureusement, on en avait parlé la semaine dernière, mais effectivement Claire Silver, le Louvre, c'était pas le Louvre, c'était le carrousel du Louvre, donc ça a été un petit peu un drame et c'est un peu mal fini. Donc on espère que ce sera vite enterré et qu'on pourra oublier tout ça rapidement et que Claire Silver continuera à faire des œuvres qui sont quand même phénoménales et à continuer sereinement sa carrière et sa production artistique. Et puis la deuxième nouvelle, c'était Meta qui a coupé les NFT, quoi. Hein, c'est ça. Donc les NFT sur Instagram. Meta qui se recentre un petit peu depuis leurs aventures dans le métaverse et dans les NFT. Si on peut faire une comparaison, c'est peut-être pas une bonne comparaison, mais c'est, Crédit Suisse avec cette déboire, ça ressemble un petit peu à Meta dans le social. Donc pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire de Crédit Suisse, voilà, c'est un petit peu le même truc où voilà, il y a eu un gros succès et puis ils se prennent un peu tarte sur tarte et là effectivement de les voir un peu abandonner les NFT, bon c'est dommage. C'est un peu dommage. C'est pas top, mais ça marchait pas vraiment, donc that's life. Exactement. Et voilà, donc écoute, pas mal d'événements et surtout là, on a deux interviews, on a deux personnalités qu'on est ravis d'accueillir, Artemore et Lan Amour. Artemore, on l'avait déjà reçu avec Normandie avant que Farok nous rejoigne et on était ravis de l'avoir, il nous avait fait confiance, il nous avait fait un épisode qui avait été très 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 apprécié avec plein de pépites dont il avait parlé. Ouais, c'est un de nos records, je crois, d'audience, donc on est super content de l'avoir. Et puis de toute façon, on n'avait pas le choix parce qu'il a inondé la timeline. Moi, j'ai l'impression de voir Sotheby's toutes les 2 secondes là sur mon Twitter feed, donc on est très content de l'avoir. Et puis, je sais pas s'il est déjà sur scène, mais en tout cas, je pense qu'on peut lui donner la parole pour qu'il nous raconte un petit peu ce qui se passe, quelle est exactement cette exposition, cette vente qui va se faire, donc Natively Digital qui a. Je crois que le nom, c'est quoi? C'est Oddly Satisfying, le thème. Et donc ouais, on a hâte d'avoir un petit peu les détails de tout ça et qu'ils nous disent. Ouais, on adore. Dans l'équipe, il y a Paul qui nous en parle tous les jours. Il nous dit qu'il trouve ça magnifique à chaque fois. Et franchement, non, c'est super. Ça fait plaisir, les gars. C'était le premier Space en plus, non, si je me souviens bien, celui sur lequel j'avais participé. C'était le premier avec une superstar, donc mais on en avait eu un ou deux, je crois, avant. Ah ok, d'accord. Okay. Mais c'était, je crois, peut-être pas le premier, le troisième ou un truc comme ça. Je crois qu'on l'avait fait tout seul 2 fois avant, et puis t'étais, je crois, notre premier guest. Ouais, parce que je commençais tout juste à Sotheby's, j'étais à New York, je me rappelle, donc c'était en septembre. Mais en tout cas, vous pouvez, moi je vais dire un truc, c'est que vous pouvez le réécouter et le retrouver sur Spotify ou Apple Podcast. Et c'est pas pour nous faire de la pub, mais je me souviens que tu avais vraiment listé des pépites. Et alors, pour ceux qui sont prêts à attendre un petit peu et à se mettre un peu dans une logique de collectionneur, je pense que ce que tu avais donné, dans quelques années, ce sera vraiment des petits joyaux. Donc vraiment, j'encourage pour le coup les gens à réécouter cette interview. Voilà. Voilà, ça fait plaisir. Mais du coup, ouais, comme vous disiez, là, la vente sur laquelle je bosse depuis littéralement depuis la vente des Lucrèce en janvier, c'est Natively Digital Oddly Satisfying. Natively Digital, c'est une série un peu plus large de Sotheby's qui sont des ventes, on va dire, curatées c'est pas comme terme en français, mais bon, tout le monde l'utilise, donc on va l'utiliser. Et vraiment, la volonté, c'était de remettre au goût du jour l'animation 3D qui, je pense, a été quelque chose de très populaire sur le marché, notamment en 2020. Je pense que c'était une bonne partie des drops Nifty Gateway, de ce qu'on pouvait voir sur les plateformes curatées, c'était pas mal de l'animation 3D. Et depuis quelques années, je trouvais que c'était
pas tombé dans l'oubli, mais voilà, ça n'avait pas été remis au goût du jour, ça n'avait pas été remis au devant de la scène. Donc c'est un petit pari quand même, cette vente est assez particulière. Il y a beaucoup de lots sans réserve, beaucoup de lots assez abordables, entre 1000 et 2000 euros. Donc l'objectif aussi, c'était, et c'est aussi la vente avec le plus de lots qu'on ait jamais fait chez Sotheby's, il y a quasiment 60 lots. Donc c'était beaucoup de taf et j'ai dû sourcer peut-être voilà 600 artistes pour en sélectionner à la fin une petite cinquantaine. Donc c'est souvent les gens ils disent est-ce que Sotheby's c'est du copinage, des trucs comme ça. Franchement pas. Tu vois, il y a la plupart des artistes qui sont dans la vente avec qui j'avais jamais eu aucun contact avant et même dont j'ai découvert le travail par ma recherche. Mais enfin voilà, en tout Après, cas. En même temps, comme t'es arrivé très tôt et que t'as collectionné un peu tout le space, t'as probablement un peu un overlap avec certains artistes, mais c'est plutôt normal. Et c'est plutôt même sain. Donc non, mais ça a l'air top. Il y a deux, trois artistes dont j'ai des éditions, tu vois, mais rien de très rare, honnêtement. C'est pas les artistes que j'aimais beaucoup. Il y a Léo Caillard, qu'on a reçu ici. Ouais, en français, on a Léo Caillard, on a Roger Kilimanjaro, super sympa, Léo. Ouais, Pétio, très bien. On a Clément Pétio, Morin qui nous a fait une super pièce aussi. Et en fait, en France, on a un pays de l'animation en France. On a parmi les meilleurs animateurs du monde. Le problème, c'est qu'ils restent pas en France. Ils se barrent au Japon, ils se barrent aux États-Unis. Le mec qui a fait par exemple Moi Moche et Méchant, c'est un Français. On a des Français dans des postes exécutifs chez Pixar, chez Disney. Enfin voilà, c'est la France et l'animation, c'est une histoire qui remonte à près d'un siècle finalement en fait. On est des pionniers comme au même titre que le cinéma, voilà, on était là il y a longtemps et donc c'est pas étonnant qu'on retrouve beaucoup d'animateurs 3D dans la sélection qui sont français, mais tu remarqueras en particulier sur la page de la vente, j'ai essayé de définir 4 catégories un peu de style et de mouvement au sein du mouvement Satisfying qui pour moi définit et catégorise ces artistes, et tu remarqueras que les Français sont surtout des animateurs hybrides qui mélange en fait 3D et 2D, ce qui est vraiment en fait la tendance en ce moment, la nouvelle forme d'animation 3D, parce qu'on sait que l'animation 3D ça vieillit mal. Quand on regarde le premier Toy Story, voilà, ça a un peu pris dans la gueule. Par contre, quand tu regardes le nouveau chapeauté, tu remarques qu'il y a vraiment de l'intégration d'effets 2D dans des animations 3D, et ça apporte du style, ça apporte une patte artistique qui est difficilement atteignable, puisque sinon tu es limité par l'outil en lui-même 3D qui va esthétiquement se ressembler à beaucoup d'autres styles en fait. Donc les Français sont vraiment définis par ça, quoi. Génial. Donc 50 artistes, dont 5 Français, tu dis? Ouais. Et ce qui arrive derrière, en termes de nationalité, de provenance, c'est quoi ce qui... Bah alors marrant, c'est très européen. Il y a eu des. Très européen. Alors je dis ça, mais en fait il y a quelques grands pays où il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait la Suède notamment. Je crois j'ai 5 artistes de la Suède, alors que petit pays, la Suède, 3 millions d'habitants. Beaucoup d'Australiens aussi. Peu d'Américains en fait, peut-être 3 Américains, un truc comme ça. Après des Espagnols, des Allemands, des choses comme ça, mais en fait c'était voilà, il y avait quelques pays comme ça qui sûrement il doit y avoir des raisons sous-jacentes à ça, des bonnes formations en animation 3D, en motion design, etc. dans ces pays, qui fait que bah t'as des pools de talents qui sont assez centralisés dans certains pays en particulier, quoi. Ouais, bien sûr. Et attends, et en fait là, donc tu présentes les artistes et la vente en soi aura lieu en juin, c'est bien ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah écoute, corrige-moi. Nico, c'est maintenant, je crois, non? Si tu veux, en pin, j'ai mis les informations un peu pratiques de ma vente. Super. La page est live, vous pouvez aller voir la live et découvrir les œuvres et découvrir les textes que j'ai fait sur ce concept-là, puisque voilà, j'ai un peu essayé de théoriser un mouvement qui avait été jamais traité sur le point de vue culturel. Il y a eu des papiers scientifiques sur les vidéos de Satisfying, notamment dans le traitement des troubles obsessifs compulsifs, mais dans leur relevance culturelle, il n'y avait pas eu de choses. Donc on essaie un peu de théoriser ce mouvement-là, ce qui est un truc assez sympa à faire en tant que curateur et qui change. Dans les maisons de vente, on fait rarement ça. C'est quasiment que du premier marché, la vente, donc c'est quasiment que des œuvres d'artistes qui, pour la plupart, n'avaient pas minté parfois depuis plus d'1 an. Et donc du coup vraiment ils font l'effort de faire un peu le pari de voir ce qui va donner leur marché, quoi, tu vois, puisque depuis le boule en fait ils ont pas minté, ils étaient un peu dans l'attente d'une bonne opportunité pour le faire. Donc voilà, franchement il y a des super pièces pour ça, et
Donc le bidding ouvre du 17 au 24 mars. Et l'exposition est du 18 au 23 mars. Pour ceux qui iront à la Paris Blockchain Week, notamment, ça sera sur les mêmes dates. Donc vous pouvez passer par les bureaux de Sotheby's qui sont juste en face du Palais de l'Élysée, où j'aurai une expo et j'exposerai les 60 lots. Ouais, c'est dans les bureaux de Sotheby's qu'on peut voir l'exposition elle-même, c'est ça? C'est ça. Par les bureaux, en fait, Sotheby's a un espace d'exposition permanent. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais, ils organisent leur vente à New York. Ils ont un espace énorme, quoi, qui fait genre 6 étages, un truc comme ça. À Paris, c'est un peu plus. Bon, c'est dans le centre de Paris, mais ça reste quand même énorme. Genre là, la pièce que j'ai, c'est 12 mètres par 6 mètres de large. J'ai 4 mètres de haut de plafond. C'est quand même pas mal dans le centre de Paris. Il y a de quoi s'amuser avec ça. Mais ouais, c'est 76 Faubourg Saint-Honoré, plus précisément, juste en face de l'Élysée. Et voilà, c'est là où on fait les ventes aux enchères aussi. Il y aura d'autres expositions, il y aura des bijoux, de l'art contemporain aussi, des choses comme ça. Ah ouais, c'est cool ça. Non, Moi, mais j'ai c'est bien super, aimé. c'est super. Moi, j'y étais allé pour les Et CryptoPunks. Là, il y avait eu une vente, là, c'était top. Ouais. Ah bah, Et en plus, comme c'est devant l'Élysée, j'imagine qu'il n'y a pas de poubelle parce que Farok, je sais pas si tu sais, mais les éboueurs sont en grève à Paris. Il y a des poubelles partout dans la rue. Ah super, ça c'est ma faute en fait. Je suis parti, vous êtes parti en couille. Bah ouais, depuis que t'es parti là, on a l'impression qu'ils ont arrêté de. C'est ça, voilà. Ils ont arrêté de passer. Mais moi, c'est plus pareil. Moi en fait, la vérité, la dernière vente Sotheby's, j'ai kiffé, hein, qui a fermé hier. Elle était cool celle-là avec le Terrell Dome et il y avait la fille. Ça c'était en Asie, c'est ça, non? Non, c'était une autre. C'est laquelle là, Artemore qui vient de finir avec la Fidenza? Oui, c'était on avait mis des lots dans une vente d'art contemporain américaine. Ouais. Mais en fait, t'as raison, Nico, il y a beaucoup de ventes en ce moment. Ouais, il y avait celle en Asie qui a fini le jour d'avant. Celle-là, ouais. Elle est cool. Il y avait Unicorn DAO qui faisait une vente sur la création féminine juste avant. Il y a ma vente et après, dès que la mienne finit, il y en a une autre encore. Donc voilà, c'est un gros mois pour les NFT chez Sotheby's. Et c'est marrant, et du coup, ça fait un peu écho aux ventes un peu traditionnelles où c'est très busy en mars-avril, ou c'est une coïncidence du calendrier? Non, bah tu as raison. En fait, c'est vrai que le mois de mars est en saisonnalité dans les maisons de vente assez important. Après, c'est vrai que nous, on s'adapte au calendrier, aux opportunités qu'on a de mettre nos ventes. C'est pour ça que, mais en fait, il y a les ventes qu'on organise et les ventes comme celle dont Farok parlait, où en fait, on met sur une vente d'art contemporain, tu vois, ils ont 300, 400 lots parfois, tu vois. Donc là, on en met 10. C'est pas nous qui m'occupons du marque. Enfin, il y a plein de choses dont on s'occupe pas dans ces ventes. On fait juste que trouver des lots et les mettre dans ces ventes-là. Et je pense que ça a un intérêt puisque bah, déjà, c'est les meilleures ventes pour toucher les collectionneurs plus tradis dans un premier temps. Et ensuite, bah, ça permet aussi tu vois, d'élargir le scope des ventes qu'on fait. Si on veut faire de la photo, tu vois, parfois faire une vente dédiée à la photo, à un NFT, ça peut être un peu compliqué puisqu'on est obligé d'atteindre des minimums de ventes pour pouvoir les organiser, alors que mettre une dizaine de lots de photos dans une vente photo qui est organisée par le département photo de Sotheby's, ça c'est un peu plus facile, tu vois. Donc ça permet de faire des choses sur certains domaines de spécialité de certains départements et de se rajouter là-dedans de manière assez simple. D'accord. Et tout le monde peut avoir accès, hein, on est d'accord, hein, pour aller visiter, il n'y a pas besoin de s'inscrire ou quoi que ce soit, on vient, absolument, tu peux rentre, venir en et puis, claquettes chaussettes si tu veux, tu peux venir comme tu veux, franchement, il y a et même tu peux venir en crotte, tu sais, les ventes aux enchères, on appelle ça des ventes aux enchères publiques, il y a une raison, c'est que tout le monde est bienvenu, même les grosses ventes avec où il y a des enchères live, n'importe qui peut y aller, c'est toujours ouvert, il y aura personne qui va te demander ton identité ou quoi que ce soit, voilà, ça c'est peu de gens le savent, c'est un peu impressionnant les maisons de vente, mais en fait tout le monde peut y aller. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais attends, mais c'est hyper important de le dire parce que moi, quand je suis allé chez Sotheby's en face de l'Élysée, oui, t'es toujours un petit peu impressionné. Et ce que tu dis, le fait que ce soit public, c'est génial, c'est une bonne info à savoir. Non, et puis il y a des expos aussi d'art traditionnel qui sont intéressantes à voir, enfin des autres ventes, donc franchement c'est cool d'y aller. Et du coup sur la vente elle-même, c'est quel format? C'est une vente live ou c'est une vente internet où tu as le temps pour bider? T'as le temps, comme je disais, c'est du 14 au 24, donc tu te doutes bien que le commissaire-priseur, il va pas faire un run de
je sais pas combien de dizaines d'heures avec son marteau. Donc non, ça en ligne. En fait, les ventes pour avoir des commissaires-priseurs, tu as des minimums de ventes assez basiques. Et sur le département NFT, on reste sur des volumes qui, par rapport à notre activité traditionnelle, qui est encore très, très, très basse, quoi. C'est-à-dire que pour avoir une vente avec un commissaire-priseur, faut au moins avoir une estimation base de 2 millions d'euros, tu vois. Moi, mon estimation base de ma vente globale, elle est plus autour des 600-800 000 euros. Donc on est très loin de ça. D'accord. Wow. Mais on a déjà fait une comme ça de vente aux enchères live pour la collection de Max Stell. C'est pour ça que j'étais à New York l'année dernière. Ah oui, c'était assez sympa. Enfin, moi, je pense que tout le monde devrait expérimenter au moins une fois dans sa vie une vente aux enchères, puisque c'est du spectacle en fait. C'est quasiment une pièce de théâtre. Il y a une bonne ambiance et il y a une énergie assez folle. Je pense que si tu arrives à avoir le FOMO sur des drops NFT, le FOMO des salles des ventes, c'est encore une autre expérience et peut-être encore plus intense. Ouais, faut faire attention aussi si on essaye de bider parce que c'est très grisant quand on lève la main et on a envie de relever la main. Donc, il faut faire gaffe et il faut vraiment se mettre des limites dans la tête parce que sinon ça peut partir très haut. Et une fois qu'on a levé la main, normalement on doit payer. Hein. Donc, absolument. Il y en avait une comme ça qui avait fait les... coucou pendant la vente de Max Stelf à New York, qui avait fait coucou à quelqu'un dans la salle. Ah, faut pas faire ça, ouais. Qui s'était retrouvé à prendre un bid à 2-3 000 euros, tu vois. Ouais, ça c'est dangereux effectivement quand vous êtes à une vente aux enchères. Agitez pas trop les bras parce que rapidement vous vous retrouvez à prendre une enchère que vous n'aviez pas prévue. Donc faites attention. Mais non, mais c'est super. En tout cas, c'est top d'avoir cette vente. Ça a l'air super intéressant graphiquement. C'est magnifique. En tout cas sur le Twitter entre trois tweets de DPEG, de USDC, de Crédit Suisse qui va faire faillite, ça fait plaisir. Donc merci pour ça et non, on a hâte de voir le résultat. Toi, tu t'attends à ce que ce soit encore plutôt quand même des gens du space qui bident là-dessus ou tu penses que tu vas voir des gens, des collectionneurs un petit peu plus traditionnels? Bah, ma stratégie, c'était surtout de toucher des gens qui seraient allés à la Paris Blockchain Week, puisqu'en fait, il y a des œuvres qui sont au même prix que les tickets, honnêtement. Et en fait, je pense que moi, la base de nouveaux collectionneurs pour les NFT, elle se trouve pas chez les acheteurs traditionnels, elle se trouve dans les gens qui ont de la crypto, qui sont pas encore dans les NFT. Ou qui sont intéressés dans la blockchain plus largement. Effectivement. Et c'est ces gens-là que j'essaie de toucher, c'est pour ça que c'est des lots sans réserve, c'est-à-dire que s'il y a un bid, le lot se vend, même si c'est 100 balles. Et que l'estimation, elle est à 3 000 euros. S'il n'y a pas de réserve, c'est le bid. S'il y a un bid, voilà, ça part. Donc, c'est vraiment, pour moi, il y a des super opportunités là-dessus, puisque c'est des artistes qui n'ont pas imité depuis longtemps. Vous pouvez faire des affaires, puisqu'il n'y a pas de prix de réserve pour la vaste majorité des lots. Et c'est des choses qui sont très abordables. Tu vois, d'habitude, Sotheby's ont des choses à 10 Ethers et plus. Et là, je voulais vraiment essayer d'explorer un segment entre le 1 et 10 Ethers plutôt, pour voir un peu comment ça répond le mid-market à des curations Sotheby's. Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment... Moi, j'aime bien faire des paris et expérimenter une nouvelle chose dans les ventes Sotheby's. C'est ce que j'avais fait déjà avec des Lucrèce, faire une vente dédiée à un artiste en particulier qui avait rien vendu quasiment depuis plus de 10 mois à l'époque. Mais qui avait pour objectif de dépasser en fait ce glass ceiling des 10 Ethers. Voilà, c'était un pari. Il y avait beaucoup d'incertitudes quant au marché de l'artiste. Mais c'était un pari que moi j'étais prêt à prendre puisque c'est un artiste dans lequel je crois et je connaissais sa commu, donc je savais qu'il allait avoir des gens pour soutenir ça, tu vois. Donc là, c'est un peu la même chose. Je pense et Paris réussi parce qu'on rappelle que derrière il avait minté son Open Edition qui avait juste explosé, donc tu l'avais propulsé dans la stratosphère avec l'amorçage de la vente Sotheby's. Ah ouais, depuis, il est tout de moon, le Lucrèce, ça n'arrête pas. Donc, moi, j'ai bien envie de reproduire ce genre de schéma, tu vois, idéalement. Il y a beaucoup des artistes qui sont dans la vente, qui sont pas des mecs qui sont full-time NFT, etc., qui continuent à travailler avec c'est des mecs qui travaillent dans parfois les meilleurs studios d'animation du monde, dans les meilleurs studios de publicité du monde, tu vois, et qui travaillent avec les plus grandes marques du monde aussi, et qui, franchement, font plus d'argent à travailler pour des clients qu'à faire des NFT. Moi, il y a la plupart des mecs qui ont fait des œuvres, si tu comptes leur taux horaire, ils sont perdants à vendre leurs œuvres chez nous, puisqu'ils ont passé 10, 20, 30 heures à faire leur œuvre. En plus, c'est des renders hyper intenses, c'est 160 frames par seconde, etc. Donc, ils font l'œuvre pendant des heures et après, ils font tourner leur ordi pendant des heures aussi derrière. Et en fait, eux, les prix que j'ai, les estimations, elles sont assez basses. Et en fait, quand tu regardes leur taux horaire, ils perdent de l'argent à faire de l'art, grosso merdo. Mais du coup, c'est une population artiste qui est intéressante aussi. C'est des gens qui sont là pour le long terme aussi, qui sont pas dans un court terme FOMO, shitposting, etc. Et non pas que je suis contre ça, tu vois, il y a des gens qui le font très bien. Mais c'est, je pense, une autre forme, une autre génération d'artistes, une autre population d'artistes qu'on met pas forcément
aussi autant en avant dans les NFT et qui ont besoin vraiment d'un support curatorial pour briller. Ah bah c'est top. Et du coup, comment on fait pour aller bider sur ces pépites? Tu poses de très bonnes questions, c'est très simple. Ah, il kiffe Artemore là. Voilà, c'est la bonne question. En fait, il y a deux, trois trucs qui sont intéressants à préciser, c'est que à la différence de Super Rare ou des choses comme ça, pour bider chez Sotheby's, tu n'as pas besoin d'avoir les fonds prêts tout de suite, en fait. Tu as 30 jours pour payer, donc n'importe qui peut en réalité s'inscrire sur Sotheby's via l'application. Tu prends photo de ta carte d'identité, etc. Alors, il y a les plus maximalistes du QYC qui sont toujours un peu difficiles à convaincre. Mais les maisons de vente. Si j'envoie la photo de mon reg guy, ça passe sur le KYC ou pas? Malheureusement, non. Mais tu peux passer par une société ou des choses comme ça. Après, voilà, Sotheby's, ça existe depuis 1774. Et depuis 1774, il n'y a jamais eu un seul leak d'informations clients. Donc, je pense que la confidentialité, c'est vraiment une valeur très importante chez Sotheby's. Donc, on rassure les gens comme ça. J'ai envie de te dire, tout est sur papier, en fait. Donc, il n'y a même pas de risque de cybersécurité, puisque quasiment tout se fait sur papier au final. Et on garde donc on s'inscrit sur le site, c'est ça, de manière traditionnelle. On envoie sa pièce d'identité, peut-être un RIB, quelque chose, ou même pas? Même pas, je crois. Il y a un processus sur l'application, c'est très simple. Tu télécharges l'application, tu crées un compte, et à partir de là, tu peux bider facilement jusqu'à 100 000 euros sans aucune preuve de fonds, honnêtement. C'est comme la garantie sur les comptes en banque, 100 000 euros. Non, mais tu vois, c'est une barrière à l'entrée pour beaucoup de gens. Et du coup, l'auction va se faire en fiat, ça va être en euros ou en dollars? On accepte le Bitcoin, l'Ether, l'USDC, l'euro, le dollar, et à peu près même le dollar hongkongais, enfin toutes les monnaies fiat à peu près valables. Et en crypto, on peut vous accommoder assez facilement, tu vois. On va peut-être pas accepter le Dogecoin, tu vois, mais... Non, en tout cas, il y a que le Ether qui compte. Et le Bitcoin, dans ce cas-là. Parce que tous les autres, tout ça, tu me dis Hong Kong dollar, tout ça, c'est du shitcoin, là. Tu me parles. Et d'ailleurs, bon point de Farok, tout est minté sur Ethereum ou c'est un mix? Est-ce que tu as des bitcoins ordinals dans le paquet? Non, il n'y en a pas, tout est sur Ether. Ok. Et derrière, donc quand on achète l'œuvre, comment on la récupère? C'est quoi? C'est sotheby's.eth qui t'envoie ça sur ton wallet? C'est sotheby's-auction.eth. En effet, nous, on consigne toutes les NFT comme ça, tu as une provenance. Tu as même certains des artistes là qui m'ont fait plaisir et qui ont mis la provenance du fait que la pièce était présentée sur Sotheby's dans les metadata de la pièce. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, ça, le tracking de la provenance, notamment pour les expositions des NFT, puisque voilà, les seules informations de provenance qu'on a on-chain, c'est les ventes, et c'est souvent très insuffisant. Et du coup, ouais, en fait, nous, une fois que le paiement est réalisé, on t'envoie le NFT dans la minute, quoi, et tout est bien, tout est reçu. Quand c'est des offres de second marché, il y a les royalties qui sont payées, évidemment. Enfin voilà, c'est assez classique. Mais voilà, c'est important de me préciser que c'est facile de s'inscrire, qu'il n'y a pas besoin, vous pouvez faire KYC si vous voulez, vous pouvez payer par une société si vous voulez éviter tout ce qui est doxing, et vous pouvez facilement mettre des montants assez importants sans avoir besoin de unstack des trucs, bouger des liquidités de votre ledger, etc. Voilà, c'est pas besoin d'avoir tout dans l'instant T. C'est assez facile au final et il faut se laisser prendre au jeu, je pense. Là, de toute façon, vous pouvez commencer à mettre des bids à 100 euros. Hein, donc, il n'y a rien à craindre. Le message d'Artemore, c'est qu'il faut lâcher les chevaux. Là. Faut pas avoir peur. Il y a 30 jours pour trouver la liquidité. Lucrèce, il avait fait une édition pour tous les gens qui avaient bidé sur les œuvres. Alors ça, c'est une bonne question. Donc, sympa. Mais du coup, là, comme c'est en français et qu'il n'y a pas beaucoup de bideurs français, tu peux nous lâcher un peu d'alpha ou pas là, sur justement des artistes sur lesquels il faut peut-être aller bider? Je peux te dire qu'ils sont mes préférés. Après, ceux qui feront des choses qui vont être en plus, ça, je peux pas. Ça serait un peu contre-productif. Dis-nous déjà les préférés, alors. Vas-y. Oh là là. Regarde, il adore ça. Si tu nous lâches quelque chose, peut-être que Farok il parlera de Feo Shoes. Non. Il me fait trop kiffer toujours, Guillaume. Il adore l'alpha.
Non, il mais a la du coup, recherche est-ce de que t'as la fin, des. je sais. Et, Il adore, c'était il adore. c'était pas facile ce qu'il nous avait demandé Lucrèce, puisqu'en fait, on est tenu, comme je te dis, à la confidentialité. Donc, évidemment, c'était compliqué il a fallu voir avec chacun des acheteurs s'ils acceptaient bien, machin. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais voilà, on commence à avoir le pipeline là-dessus. Il y a un POA pour l'exposition, par exemple, qui vont te donner après des accès à d'autres trucs aussi derrière. J'en dis pas plus, mais moi, des petits préférés de ma vente, il y a le lot numéro 1, notamment. C'est pour ça que je l'ai mis en lot numéro 1. Arben, qui est un artiste qui est pas très connu sur le crypto Twitter ou dans le monde des NFT, mais qui est vraiment un OG de l'animation 3D et qui est archi suivi sur Instagram et qui fait ça depuis des années, voire des décennies. Et lui touche exactement le concept de ma vente, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'oddly satisfying, la satisfaction et le fait que ce soit des choses qui soient just right, quoi. Et lui est vraiment parfait. Et c'est, tu vois, une œuvre estimée entre 1000 et 2000 euros. Et franchement, pour moi, ça en vaut 10 fois plus. Il y a Apoxia aussi, qui nous a fait limite un petit short film, il estimait 3-4 000 et pareil, franchement c'est d'une qualité absolument hallucinante. Et sinon le mec qui m'impressionne particulièrement c'est Ryan Talbot, parce que le mec à mon âge, tu vois, il a tout juste 25 ans et il a un niveau, quoi. Je crois qu'il a commencé à faire de l'animation depuis qu'il a 11 ans, il a fait des trucs pour Nickelodeon, il a gagné American Got Talent, enfin, des choses comme ça. Et le mec a juste un niveau hallucinant, quoi. Il a fait un mini-film du niveau qualité de Pixar, avec son personnage, la Lily, qui est un petit robot. Et c'est absolument merveilleux, franchement. C'est d'une beauté incroyable. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, cette vente, ça a permis de créer un petit groupe avec tous les artistes qui se connaissent depuis des années, qui ont appris les uns des autres, les différents tutos des uns des autres. Et un peu comme on retrouve la vibe de Beeple, hein. De toute façon, Beeple, il a été reconnu pour ça aussi, pour son apport à la communauté 3D et pour le fait de donner sans espérer de recevoir quoi que ce soit en retour. Et après, bon, on lui a rendu la monnaie de sa pièce avec son succès dans le milieu des NFT. Mais voilà, ça parle et on retrouve cette énergie-là. Et d'ailleurs, il y a un lot de Beeple dans la vente aussi, un Politic is Bullshit, qui n'est pas encore live sur la vente, mais qui arrive. Je pense que c'est le bon moment parce qu'on n'a pas eu une vente depuis 3 mois à peu près. Il y a le physical avec aussi pour ceux qui veulent. Donc nous, on est capable de garantir aussi que tu vas avoir ton physical, ce qui n'est pas le cas quand tu achètes sur OpenSea. Et on a un lot aussi d'Anima, qui est Anima. Je sais pas si tu as déjà vu les displays qu'il fait, mais pour moi, ça, c'est des mecs qui font de l'adoption, tu vois. Ouais, je connais. Font je sais pas si c'est déjà un de ces concerts Farok, mais c'est un délire hallucinant. J'ai vu, à Miami, j'étais j'ai vu en live. Mais moi, je suis complètement dingue des concerts. Non, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade mental. Mais c'est malade mental. C'est Taylor Voss. En fait, si je résume, il n'y a plus qu'à bider, quoi. De regarder ça, c'est génial. Bah alors, Anima, il est estimé entre 70 et 90 000. Donc, tu me feras plaisir si tu bides. Hein, mais après, c'est pas. Allez, Nico! Nico, Whale! Oh, il est chaud, là, Nico. Il est en train de faire le KYC chez Sotheby's, là. Regarde le prix des billets de concert qu'ils vendent et tout ça, le nombre de places. Moi, je pense qu'on va beaucoup en parler dans les années qui viennent. Et ça ne serait pas forcément un mauvais choix. Ça fait quoi? Au final, ça fait 40 Ethers, 50 Ethers. Bah alors, il faut savoir que c'est rien. C'est rien. Lâchez-vous. Il a toujours largement. Moi, je suis complètement fan de ce qu'ils font. Très, très bon choix, en tout cas. Et c'est la pièce finale de sa série, en plus. C'est-à-dire que sa série, c'était différentes parties d'un robot qui faisait un seul robot. Et ça, c'est la pièce finale de sa série. Donc elle est d'autant plus importante et il a accepté une estimation assez raisonnable aussi, comme je le disais, alors que lui il vend très largement au-dessus de 130 000 euros en général, très largement au-dessus des 100 Ethers, quelle que soit la variation de l'Ether, et là on est sur une estimation 70-90 qui sous-entend aussi que la réserve est plus basse que 70 000, donc il y a vraiment un effet de dont on essaye de tirer parti, et tu vois, lui ça c'est une alpha puisqu'il n'a pas encore annoncé sa partie. Rugged. Bon, bah super. Je crois qu'il s'est fait rugger ou. Ah non. Non, mais voilà, je disais qu'en tout cas, Anima, c'est une alpha parce que pas encore annoncé. Génial. Ouais, regardez. Ah, ok, bah super. On a eu un peu d'alpha. Bah, en tout cas, super. Merci d'être passé, Artemor, pour nous parler de cette vente. Ça a l'air super. On va regarder, on va se connecter, on va essayer de bider. Et puis, de toute façon, si tu trouves un peu d'alpha supplémentaire, n'hésite pas à nous envoyer dans les DM juste ou tweeter en français pour que les autres ne comprennent pas. Ça nous va aussi. On relèvera. C'est bien normal. Merci. On va à la prochaine et puis on va passer à l'Anamo. Je ne sais pas s'il est encore là. On est un peu la ramasse sur le timing. Le roi des dickbots. Ouais. Le roi des dickbots.
Le Farah, Deadjet, mais mon pas que, Digbot quoi. Mais frère. pas que, enfin. Ouais, le frérot. Moi, je suis un Le- Digbot OG. Hein. Moi, je suis Et pas tu juste sais- un Digbot. Hein. Tu sais que j'ai vécu 4 ans à Montréal, aussi, mon petit Ouais, tu Farah. m'as dit. J'adore ça. Tu m'as fait kiffer. J'étais Punaise. J'étais au quartier, Et- tu connais? Ouais, j'ai étudié juste à côté. Magnifique. Yeah. Mais ouais, je vous laisse. Artemar, en tout cas, c'est top. Ce qu'il fait, vraiment magnifique. Ouais, On vraiment. parle un peu. On parle d'un artiste qui s'appelle Red Rum de temps en temps d'ailleurs. Et yes. petit alpha si jamais vous voulez faire pumper un peu. Et voilà quoi. L'Anamo, il est pas mal dans le pump. Hein. Il faut savoir d'ailleurs, c'est un pro. bien toi qui a fait un pari avec Anonymix sur le prix des Digbot contre les prix des Reg Guys. D'ailleurs, c'est bientôt, non Anonymous, ouais, on avait fait un petit pari. C'est quand le pari là qu'on aille faire pumper les deux collections là? Je crois que c'est fin mars. Je crois que c'est dans 2 semaines. Ah ouais, bah du coup acheter les Reg Guys, acheter les Digbot parce que l'Anamo, Mais là où il sait pas, Anonymous, Anonymous, le problème c'est qu'il sait pas que moi je pariais sur le floor des OG Digbot. Et ça. Elle est pas une prise. Ça va mal se passer cette histoire. Il va filer rect. Oh là 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 là. Ça va pas là, ça va pas, Anonymous. Bon, ouais, on va s'enlever de cette conversation. Ouais, on va se retirer là parce que Ouais. ça va tomber sur le coin de la Ouais, figure. Ouais, Mais... surtout, ouais, je suis ami des deux côtés là. Moi, je me. Non, mais moi aussi. Ah, mais moi j'ai des Reg Guys, je suis ami des deux côtés. Hein. Mais non, je sais. Ah, c'est bon ça, punaise. One of us. One of us. Bon, en tout cas, Lanamo, on est super content de t'avoir. On devait t'avoir pour NFT Paris, mais on s'est un peu fait reguer par le réseau, donc désolé, on a dû décaler ton intervention, mais justement là, maintenant on est chaud pour entendre justement de tous tes projets parce que clairement cool. en dehors d'être un deadgen et de collectionner des JPEG de haute qualité, clairement tu t'arrêtes pas à ça, tu as plein de projets dans tous les sens et notamment sur la photo vintage, hein, si je comprends bien. Exactement. Avec Focus Block, et tu as commencé par Paris Match qui était je crois un des premiers launches que tu as fait sur On a fait le avec premier cette- drop le 19 janvier avec Lagardère Media, donc Paris Match, où on a fait 120 NFT one-to-one. C'est des photos vintage des années 60 à... Je crois que ça va jusqu'à début 90 avec Michael Jackson. Et c'est des photos toutes exclusives où t'as tous les droits NFT one-to-one classiques qu'il y a souvent typiquement dans les photos NFT. Donc on a commencé avec ce premier drop on savait pas trop, on a fait un test parce qu'on savait pas si le marché il était vraiment là, dans le sens où on sait qu'il y a un marché NFT photo, mais un marché NFT photo vintage, ça c'est un truc qui était un peu une variable un peu inconnue parce que quand on regarde un peu la tendance actuelle des NFT et de ce qui marche bien, c'est que on est toujours dans toujours des nouveaux artistes qui se produisent de plus en plus avec des nouvelles technologies et des nouvelles techniques et qui font des choses extraordinaires d'ailleurs et qui font avancer l'art et la technologie. Mais donc mon co-founder il est pas là, mais nous on est fans de photos depuis qu'on est des gamins et on est fans de NFT. Et on est des amoureux de photos vraiment depuis toujours. Et on s'est dit, en fait, il y a un marché NFT photo. Il y a des trucs qui sont partis très très fort d'ailleurs sur Super Rare. Les photos de Guy Bourdin, c'est un des plus gros. Ouais, j'allais te dire, ça c'est un des plus gros. Ouais. En termes de volume, c'est une des plus grosses ventes de tout Super Rare d'ailleurs. Donc on sait qu'il y a un marché, un peu différent. Mais on sait que, on a une thèse, une narrative qui est ultra bullish. Je pourrais vous en parler un peu plus parce qu'il y a des très gros entrants dans le NFT photo. Mais nous, vraiment, notre branding et notre focus, c'est la photo vintage. Donc, ça a été un petit succès, franchement sympa, le premier drop. Et ensuite, on a continué. On a pas mal de contacts avec, que ce soit des photographes en direct ou que ce soit avec des gros médias en direct ou que ce soit avec des fonds d'archives. Donc, un peu nos actualités, c'est que là, on est super, super content. On a gagné le Space Race. Donc, on devient un opérateur
sur Super Rare, on va avoir notre propre galerie, notre propre space, on va pouvoir whitelister des nouveaux artistes. Mais c'était quand l'élection? Donc c'était au dernier vote. C'était la semaine après NFT Paris. Tu peux voir sur le Twitter Focus Block qu'on avait ça a été annoncé, on l'avait relayé. Et du coup, ça va s'appeler Focus Block sur Super Rare ou ça sera un nom différent? Alors en fait, on fait deux choses. On va faire des drops un peu plus taille critique, c'est-à-dire là, on va monter à plus de 300. C'est des drops vraiment blind mint. C'est une plus grosse supply, mais des prix plus faibles. Mais on va faire des trucs. Donc sur ce qu'on va faire sur Super Rare, pour vous donner un exemple, on a signé des contrats avec. On va avoir des photos, de l'espace de 1965 ou des photos de la Lune de 69. On va avoir aussi un concept de dingue où on a des photos, en fait, des NFT qui datent des années 40, 50, 60 de Marilyn Monroe, de Veronica Leigh, Audrey Hepburn. Mais en plus de ça, en fait, le mec qui gagne la auction, il a le négatif original des années 40-50. Donc c'est des trucs. Super. C'est des trucs. C'est un marché un peu hybride. Mais il y a un marché, il y a des énormes collectionneurs de ça. Et on pense qu'on va ramener plus d'adoption avec les plus gros drops. Donc là, le prochain drop, qui va être courant avril, à peu près mi-avril, on a signé avec le plus gros fonds d'archives de photos de cinéma, qui s'appelle Movie Star News. On va avoir des photos de dingue du Godfather, de Scarface, de Goodfellas, des films de Kubrick, de Hitchcock, de Citizen Kane, pour ceux qui connaissent le cinéma des années 40. Ça va s'appeler From the Golden Age to the First Blockbusters. Donc on a des photos de retour vers Back to the Future, de Ghostbusters, on a des trucs de James Dean, de Steve McQueen, on a Jack Nicholson dans 2-3 films. On a eu accès à des trucs de fou. On a des photos originales de Charlie Chaplin dans ses plus grands films, toujours le même concept où c'est des one-to-one, où t'as les droits NFT exclusifs. Et donc on est pas mal excité de ça parce que il y a un côté, en fait, où c'est le cinéma, c'est le 7e art, comme on dit. Donc c'est le côté on a toujours ce truc où c'est de la photo vraiment niveau art, mais qui s'inscrit dans de la culture populaire pour pas mal de films. On a aussi le premier Star Wars, on a des photos de dingue du premier Star Wars. Donc quand je pense à ça, je me dis que c'est moi je suis aussi un grand, en plus d'être un fan de photos, je suis un grand fan de cinéma. Donc quand je vois ça, je suis limite ému. Et donc voilà, on va décliner. En fait, ça peut aller loin ce qu'on fait. On parle aussi avec des plus grands journaux sportifs d'Europe. Donc on va faire aussi plus tard, plus vers l'été, un drop où ça sera des photos vintage de, je sais pas, Michael Jordan, Pelé, Maradona, Michael Schumacher, enfin tous les plus grands sportifs de tous les temps en action. Tout dans la photo vintage, curated, de qualité. Et donc ouais, c'est pas mal. Ce qui est excitant, c'est qu'on rentre dans un truc qui est un peu contre-courant. Le vintage, malgré tout, en fait, le vintage, c'est quand même. Je trouve que c'est un ethos qui est proche de l'ethos crypto, mais c'est contre-courant de ce qui se vend le mieux et ce qui se fait le mieux dans le mass market des NFT. Donc ce qui est excitant, c'est qu'on crée notre marché avec des trucs de qualité où on va aller chercher des. Pour vous donner un exemple, signer le contrat avec Lagardère, qui est la première ou deuxième plus grande média en France, ça fait 4 milliards de market cap. Ça nous a pris 8 mois, puisque c'était leur premier. C'est normal. Rien que pour eux, créer un wallet crypto, c'était une énorme problématique. On les a pas lâchés. On a signé un contrat un licensing agreement de droit. On a commencé avec du droit anglais, parce que moi je suis basé à Londres et la société est basée à Londres. Mais en fait, au bout de 3 mois, on était d'accord sur tout le contrat. Ils ont dit merde, en fait, on veut passer en droit français. Vous pouvez regarder sur Google, vous tapez Latham & Watkins. C'est le cabinet d'avocats qui a fait vous tapez Latham & Watkins Focus Block, vous verrez ils ont pris un vrai gros avocat pour ça fait partie des top tiers. Et eux, en fait, voilà, ils ont en gros, on les a inscrits dans plus ou moins on est les premiers à les avoir fait rentrer dans le Web3.
Et ça, on est plus ou moins fiers de ça parce qu'on a créé une relation de confiance avec eux. Et aussi, c'est une grosse corporate qui rentre en France, qui rentre dans le Web3 et qui fait un premier test qui a été réussi. Donc, c'était pas mal à applaudir. On se parle toujours beaucoup. Mais nous, on n'est pas liés à eux. Donc, voilà, on travaille avec ce mec de LA. C'est marrant parce Ouais. que nous, on est complètement passé à côté avec Nico, mais c'est vrai que c'est huge quand même d'onboarder Lagardère sur un drop NFT. En fait, Enfin, ça a été c'est mythique, repris quoi. Bien sûr, bien sûr. ça a été repris dans les cryptos, les coins Tribune, les coins Telegraph, sur NFT Now. Oui, non, je dis pas les autres, je dis juste moi et Nico, on a mal fait notre job, on est passé à côté, quoi. Mais effectivement, C'était un petit drop. Mais le premier drop. heureusement, Anamour est là. exactement. Ouais. Non, vous savez Et- repérer les builders de ce bear market. Exactement. Non, et puis c'est vrai que la photo vintage, c'est quand même quelque chose qui a un appeal, un mass appeal qui est quand même super important. Pour donner un C'est par exemple. exemple, Vas-y, excuse-moi. Vas-y. En France, on a eu sur la photo, pas NFT, mais traditionnelle, on a eu l'équipe qui a vendu une partie de son fonds photo. Enfin, ça a super bien marché en vente aux enchères et on voit qu'il y a de la demande. Et je pense que effectivement, c'est un moyen assez intéressant d'essayer de faire venir des gens qui sont extérieurs à notre écosystème au NFT, quoi. T'as tout compris, le feedback que j'ai eu des mecs que je connais dans la finance à Londres ou des collectionneurs d'art traditionnel, etc. Ils m'ont dit, écoute, c'est des mecs qui ont 40, 50, 60 ans. Ils m'ont dit, écoute, franchement, les singes, les grenouilles, les trucs, les digbots, ok, c'est sympa, mais c'est de la connerie. J'ai dit, non, bon, ok, mais ça, quand tu montes des photos de Yves Saint Laurent des années 80, où je sais que j'ai les droits exclusifs dessus, Yves Saint Laurent à Marrakech dans sa villa, machin comme ça, ça, je comprends en fait la valeur que ça mène. Et pour vous donner un exemple, par exemple, on a des photos de, je sais pas, Brigitte Bardot, on a des photos de Schwarzenegger, Stallone, des photos, je vais pas vous faire toute la liste, mais il y a 25 célébrités, Travolta, Depardieu et tout. Et tu regardes des photos, par exemple, Saint-Laurent, on a 3 ou 4 photos dans le drop. Et quand tu comprends, en fait, en termes de licensing agreement, etc., de copyright ou de IP sur Yves Saint-Laurent, tu te rends compte qu'en fait, Yves Saint-Laurent, dans le monde, les photographes ou les gens qui ont des droits sur ces photos à lui, tu as deux entités, c'est la Fondation Yves Saint-Laurent et sa succession. Et sa succession, c'est totalement fragmenté, totalement compliqué parce que en fait, il avait pas, je crois pas qu'il ait eu de gosse. Et c'est un espèce de fonds qui le gère et c'est parti aux oubliettes. Et donc, en fait, quand tu vas comprendre ça et que tu vas comprendre ce que nous, en fait, notre travail, c'est en plus de faire un travail de curation et d'aller parler à des photographes, des fonds d'archives, des médias et faire tout ce travail-là légal, d'aller tout cleaner et que tout soit propre pour revendre en NFT. Après, voilà, on a tout ce travail de curation pour être sûr que on amène aux mecs qui vont minter ou aux holders nous, nos plus gros holders de notre première collection, c'est le plus gros holder de Guy Bourdin. Hein. Tu peux regarder, c'est un mec qui s'appelle Alpha Trilogy, c'est un whale c'est le whale de la NFT photo. Et on parle beaucoup en fait à tous ces whales de la NFT photo, mais ce qu'on veut faire avec nos gros drops, donc le prochain drop qui est en avril, où ça va être 330 à peu près, où il y a ce côté plus populaire, pop culture, flex, où tu peux avoir une photo de Marlon Brando dans Le Parrain, où on a pas mal de photos d'Al Pacino et tout, même de De Niro dans Taxi Driver. Ça en fait, on pense que c'est une thématique il y a le côté flex, où en fait les mecs qui aiment les NFT, ils aiment le flex, mais ils aiment aussi se dire j'ai la photo de Scarface, j'ai la photo dans Heat d'Al Pacino, j'ai les droits sur une photo de Rocky, j'ai les droits sur une photo de Jack Nicholson dans je sais pas quoi, tu vois. Donc il y a ce côté aussi en fait où tu peux permettre dans les degen un peu NFT et que je pense qu'ils peuvent vraiment s'associer à ces personnages de films. Mais on top of that, je pense qu'on est après c'est de la photo vraiment qualité c'est tout, c'est niveau art, quoi. C'est les plus grands films de tous les temps. Donc, on est super excités pour ce truc. Ça va être beaucoup de travail jusqu'à mi-avril, je pense. Mais on a la chance d'avoir de la qualité, donc on est super content. Ah non, ça a l'air génial. Et du coup, les droits, ils sont sur la photo, mais dans le monde digital. Enfin, la photo physique elle-même, elle devient quoi? En fait, c'est une bonne question parce que la photo physique, en fait, pourquoi les NFT, c'est en train de révolutionner la photo. C'est que de la même manière que dans la photo, on est passé, il y a eu la révolution de l'analogue au digital. Là, c'est tous les experts de la photo te disent que là, on passe du digital au NFT. En fait, le digital, c'est quoi un fichier digital d'une photo?
comment tu l'inscris dans quoi? C'est compliqué. C'est quoi le canevas pour prouver le ownership d'une photo, d'un fichier digital, d'une photo je te donne je sais pas, Annie Leibovitz, une grande photographe qui a fait des shots en digital. Bah, en fait, comment tu prouves comment elle peut vendre cette photo? Ben, grâce au NFT, elle va pouvoir inscrire le fichier digital source sur la blockchain. Et ça, c'est une révolution énorme pour la photo. Parce que, donc nous, pour répondre à ta question, nous, dans toutes nos licences, on a un template qu'on avait fait avec nos avocats, qui sera toujours le même. On donne aux minters ou aux holders en secondaire le one-to-one exclusive NFT. Nous, on fera jamais, enfin, ça va changer, mais nous, c'est du one-to-one. On donne le droit exclusif sur le NFT. Cependant, tu n'auras pas de commercial use. Imaginons, tu as acheté sur le premier drop une photo de Schwarzenegger. Bah, t'auras pas de. Tu veux monter, tu veux commencer à vendre des t-shirts sur Internet du NFT, bah, tu pourras pas ça. Par contre, tout ce qui est display, tout ce qui est personal use, trading, dans des galeries, des trucs, tu en fais ce que tu veux. Et t'as le droit. En fait, personne n'aura le droit de faire le même NFT de la même photo. T'as le droit exclusif là-dessus. C'est top. Et je crois que d'ailleurs, ils ont dans les gros collectionneurs, enfin, je sais que Punk 6529, par exemple, ils avaient acheté des Guy Bourdin. Ils ont participé dans le Paris Match ou pas? Bah, Batsoup, en fait, c'est Batsoupium qui est un peu un pote, même pas mal, et il nous avait poussé pour Super Rare. En fait, il est lié à. Il a des problèmes conflicts avec Punk 6529 sur ce qu'ils doivent faire. Et en fait, eux, c'est que du one-to-one, la photo. Donc sur Super Rare, je sais qu'il va aller voir ce qu'on fait. Mais en mint, comme ça, de une, ils perdent pas trop lourd. Enfin, tu vois, j'ai pas trop voulu pousser là-dessus parce que c'est un gros mec. Mais ouais, je pense il nous a bien poussé sur Super Rare. Il nous a donné tous ses votes. Il fait partie d'un des mecs qui aime beaucoup le projet. Mais sinon, on a pas mal d'advisors. Vous pouvez voir sur le site et on l'a mis sur Twitter. On a Jack Fried qui est sur notre curation board. On a Louis Dazy, je crois, qui nous écoute, qui est un des meilleurs photographes français. On a Ian Rogers, qui est un des tops de Ledger. On a 3 gros collectionneurs qui sont... On a aussi, j'ai oublié, Michael Sidowski qui vient de vendre à Sotheby's une photo magnifique la semaine dernière. Non, en fait, c'était hier. La vente s'est finie hier. Ouais, elle a été prise à Québec. Ouais, rue Couillard. Bah, lui, c'est un bon ami. Il nous advise aussi. En fait, on essaie de s'entourer de plus de gens qui ont une sensibilité artistique, mais qui ont aussi de la puissance dans les médias aussi Web 2. Parce qu'au final, nous, vu qu'on veut créer notre marché, il faut qu'on ramène le plus de monde de Web 2. Et notre produit, il appile beaucoup Web 2. Donc, on s'entoure aussi pas mal de médias. On a le founder de Whitewall, qui est un bon ami qui va essayer de nous pousser. Ouais, donc voilà, on a vraiment une stratégie Web 3, Web 2, parce qu'au final, on est un peu en bear market, et l'argent dans les NFT en ce moment, il se recycle juste entre des mecs qui sont là, tu vois, c'est ok, le mec qui vend un Moonbird, il achète un Il n'y a pas de nouveaux entrants, t'es en train de nous dire là. Il achète un... Si, bah, il y a des nouveaux entrants, ouais, il y a peut-être des mecs qui créent des nouveaux comptes Twitter, mais c'est toujours la même personne derrière. Il y a des nouveaux wallets en tout cas. Après, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes derrière? C'est moins sûr. Mais, non, effectivement, non, mais. Bah ouais, c'est les vases communicants, donc on s'en sortira jamais. Nous, au final, ce qui nous excite le plus, c'est de ramener le plus de mecs de Web 2 sur notre thèse. Donc ouais, on va emporter un peu avec nous des mecs qui sont un peu curieux de la photo NFT et qui vont aimer notre valeur. Mais là, vraiment, on est en train aussi de faire toute une stratégie Instagram parce qu'on a eu du feedback que c'était vraiment un bon produit Instagrammable. Et il y a des énormes communautés sur Instagram de fans. Tu vois, on a des photos de Gainsbourg magnifiques dans le premier drop. Et en fait, il s'avère que sur Instagram, tu as des comptes de fans de Gainsbourg. Et ces mecs-là, en fait, c'est des clients énormes. Là, il y a des fans sur le prochain drop, je vous ferai la liste, mais on a tout, quoi. On a du James Dean, Steve McQueen, etc. Il y a des comptes de fans Instagram monstrueux de ça, et tu leur fais comprendre qu'ils peuvent avoir la photo exclusive NFT d'une Marilyn Monroe ou d'un Stallone ou de Schwarzenegger, etc. Ben, ces mecs-là, ils tentent le coup. Enfin,
En tout cas, on va la tenter comme ça. En tout cas, si je résume, il y a quand même une collection qui est assez excitante qui va sortir donc de photos vintage. Ça va être sur Super Rare en avril. Alors, Meta, non. c'est retiré des NFT, ça va... mais Lanamour, pardon, vas-y. Ça va pas être. En fait, celle d'en avril, ça va être sur notre site, et sur Super Rare, ça va être sur le site. Okay. Beaucoup plus curated de one-to-one, une petite dizaine. Ça va dépendre de la fréquence. Voilà. Ok. Et donc c'est toi qui vas onboarder les masses grâce à la photo vintage, si je comprends bien. Bah, il y a pas que moi. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais on espère. Bah, merci. Merci à Farok, à Nico, Normandie Well, Artemore. Je sais pas qui j'ai oublié, mais c'était super de vous parler sur Rogue Radio. Ah ouais, non, mais c'était top de t'avoir. Et puis, de toute façon, c'était overdue, comme tu devais passer avant. Et puis, de toute façon, je pense qu'il faut que tu parles avec Farok pour un spot en avril quand tu vas sortir ta collection je pense, sur le GM Show pour en parler sur des shows anglo-saxons, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de photographies qui vont avoir un peu un flavor cinéma américain. Donc, clairement, il va y avoir une audience assez internationale là-dessus, quoi. C'est un super beau projet, félicitations. Ouais, j'adore, c'est cool. Merci à vous. Et c'est bien réalisé, en plus. Ouais, super. L'exécution, la curation, tout vraiment, et c'est vraiment waouh. Envoie-moi le lien sur Telegram, s'il te plaît, Lana. Pour les alphas, c'est que pour Normandie Well, par contre. Ok. Ouais, tu me l'enverras par DM. Normandie, nous là. Comme ça, je demanderai à Farok de me parler de Febo Shoes et je lui donnerai l'info que s'il m'en parle. T'es un fou, t'es un mal. Ou alors, t'as le choix, Farok, tu peux me lâcher un autre sur Rogue Radio, parce que. Hein? Ouais, non, mais il faut rien lâcher de toute façon. Et si tu lâches en NFT, tu te fais rouler dessus. Donc il faut rien lâcher. C'est vrai. Bon, ben, je pense que tu as bien raison. Surtout en ce moment, dans cette période. Je pense que c'est cool. C'est le mot de la fin, mais en tout cas, on était ravis de recevoir Artemore et Lanamour. Franchement, bravo les gars. Super projet, super explication très claire. Félicitations. Yes, et super. À la semaine prochaine, les gars. On se retrouve la semaine prochaine. On espère que Crédit Suisse n'aura pas fait faillite. Et puis, allez, pas comme ça. Ce sera juste la BNP ou la SOG. Voilà, allez, la BNP, ça va. Mais bon, les gars, épisode 38, c'est wrap. Donc, la semaine prochaine, pareil, 2h PM Eastern, parce que c'est 19h chez vous, et ensuite, on repasse sur l'heure habituelle. Exactement, je ne savais pas qu'il y avait un décalage de 2 semaines. On fera un peu plus court. On passe bonjour à Louis, le photographe qui est là parmi nous. On l'aura bientôt. La semaine prochaine, on va faire Obvious. Ça va être super. Ouais, ça va être super cool. Bon, les gars. Et je passe un bonjour aussi à Tiny G, qui se connecte à chaque fois, mais qui parle absolument pas français. Donc, je crois que c'est notre plus gros auditeur non-French speaker. Non, Tiny G, c'est un super holder de Rogue Video. D'ailleurs, je me suis gâté là pendant le space. J'ai acheté 120 PFP et 30 Rogue. Comme ça, mon frère. Ouais. Sous gueule. Sérieux? La tête de ma mère. Donc, attends, tu vois, t'as 120 PFP, c'est le prix d'un doodle, mec. Je sais pas, ça me fait rire. Attends, un doodle maintenant ou un doodle un doodle maintenant, c'est 100. Donc, ça me fait rire, quoi. You know what I mean? Donc, on s'est gâté. Allez, à la semaine prochaine, la famille. Hein? Et à plus. Bisous. Ciao. Ciao. Bye, Artemore. Bye, Nico. À plus. Ciao.